Bonjour à toutes et à tous, au rebonjour pour ceux qui étaient déjà là précédemment. Dernière conférence inspirante de cet après-midi, conférence qui s'intitule « Patient et assuré, une relation transformée par le numérique », point d'interrogation. Alors évidemment, le numérique, il bouleverse le monde de la santé et il vient aussi changer la façon dont on se soigne et dont on va se soigner dans les années à venir. On a vu le développement de la téléconsultation, on voit aussi le développement de l'intelligence artificielle qui bouleverse considérablement les choses, et le numérique bouleverse également la relation entre les patients et les assurés. Alors justement, comment elle bouleverse cette relation? Est-ce qu'elle crée une nouvelle relation? Comment faut-il appréhender le numérique dans cet univers et dans l'univers mutualiste? Nous allons en parler avec trois invités, Pauline Dorgeval, Fabrice Denis et Nicolas Gomard, que je demande de me rejoindre sur scène. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous pour cette conférence inspirante. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via l'application sur votre téléphone. Vous en avez maintenant l'habitude. Vous pouvez les poser tout au long de la discussion. On réservera un temps à la fin de cette conférence pour répondre aux questions. Et puis parfois, je peux aussi les poser au fur et à mesure de la conversation si elles viennent dans le sens du débat. Je vais commencer avec vous, Fabrice Denis. Vous êtes oncologue, vous êtes professeur de médecine, vous avez créé Malo et l'Institut national de la e-santé. Malo, c'est une start-up dont le but, c'est d'éviter les troubles de développement chez l'enfant grâce à des outils d'évaluation. L'Institut national de la e-santé, il a pour vocation de promouvoir la connaissance et le développement de la e-santé, c'est-à-dire la santé qui passe par le numérique. Vous utilisez donc le numérique dans votre quotidien, dans votre pratique. Vous avez créé des outils pour changer la vie des malades. En quoi le numérique, il a changé votre relation à vous, médecin, avec vos patients? Merci pour cette question et pour cette invitation. Le numérique en oncologie a une caractéristique particulière, c'est qu'il se situe maintenant au stade de recommandation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'exotisme ou dans le caractère geek des utilisateurs, qu'ils soient médecins ou patients. Il y a maintenant suffisamment d'études cliniques en cancérologie concernant la télésurveillance de patients, c'est-à-dire le suivi de patients à distance au travers d'une application pour détecter des effets secondaires de leur traitement ou même détecter des récidives, que ce niveau de preuve clinique a permis la rédaction et la publication il y a quelques mois des premières recommandations mondiales, donc un standard de parcours de soins basé sur le numérique. Donc on n'est plus sur quelque chose qui reste, on va dire, accessoire, on est maintenant sur une obligation de moyens des médecins qui va s'étaler sur plusieurs mois et années, le temps de s'organiser et bien sûr de financer tout cela, mais une obligation de moyens parce qu'il a été démontré que cette télésurveillance basée sur le numérique et des applications améliorait la survie, la qualité de vie et réduisait aussi les hospitalisations en urgence. Donc déjà, au quotidien, elles ont amélioré la prise en charge de mes patients, ces caractéristiques de ces innovations, puisqu'on a maintenant des consultations qui sont bien plus performantes, puisqu'on a devant nous un tableau de saisie des symptômes remplis par le patient chaque semaine qui nous permet d'avoir une consultation ultra détaillée. On sait exactement tout ce qui s'est passé, comme si on était passé chez lui chaque semaine pour l'examiner. Et là, on détecte des récidives plus tôt, on détecte des toxicités. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des nouvelles applications dans ce domaine qui vont arriver au remboursement, cette année, début d'année prochaine, et des financements d'actes de télésurveillance pour que les établissements soient payés pour les utiliser, car il faut une infirmière de coordination, il faut que le médecin qui prend la responsabilité de faire cette télésurveillance soit aussi financé. Donc on voit qu'il se construit quelque chose autour d'applications qui n'est plus quelque chose de discret. On voit que ça simplifie, ça améliore votre vie de médecin et votre pratique de médecin vis-à-vis de vos patients, que vous pouvez mieux les suivre. Est-ce que ça a aussi changé la relation que les patients, qui sont donc atteints de cancer, puisque vous êtes oncologue, ont avec leur maladie? Alors très nettement, pour deux raisons. D'abord, ça les met au centre de leur prise en charge. Le patient est acteur de sa prise en charge, puisque c'est lui qui remplit les questionnaires. C'est important parce qu'on a un peu l'impression quand on est patient de se laisser un petit peu trimballer d'un service à l'autre sans savoir ce qui se passe. Là, le patient est au cœur de sa prise en charge. En plus, le patient est rassuré par ce suivi parce qu'il sait qu'à l'autre bout de cette application, il y a une équipe médicale.
On n'est plus dans la situation d'autrefois où un patient était vu tous les 3 mois par son médecin en vue de détecter une rechute et pendant 3 mois, il serrait les fesses, il était anxieux, est-ce que je vais rechuter, qu'est-ce qu'il va me dire dans 3 mois? Non, là il sait que s'il y a des signaux faibles qui apparaissent, c'est pas lui qui aura à prendre son téléphone pour appeler le médecin, c'est le médecin qui ira le chercher. Et dès les premiers symptômes, c'est pour ça que le bénéfice est important, c'est qu'on n'attend pas que les symptômes s'accumulent et que la maladie s'aggrave. Donc ça, c'est ce qui fonctionne en oncologie, et ça a été le modèle, ces outils de télésurveillance basée sur le rapport des symptômes par le patient lui-même pour faire d'autres nouveaux outils à des stades plus précoces, voire même à utiliser pour des personnes non malades. Et ça a été le cas, ce type d'outil a été utilisé pour le Covid au tout début de l'épidémie par une application qu'on avait créée avec le gouvernement qui s'appelait maladiecoronavirus.fr, qui a été déployée grâce aux mutuelles. Et en seulement quelques semaines, elle a été utilisée par 15 millions d'utilisateurs uniques. Et elle visait, lorsqu'on avait de la fièvre, de la toux ou de l'essoufflement, à orienter le patient directement vers le 15 s'il y avait des signaux graves ou vers une téléconsultation ou une consultation classique s'il n'y avait pas de signaux graves. L'objectif était d'empêcher la saturation du 15. Ça a très bien fonctionné et ça a été le premier niveau de preuve qu'une application pouvait être déployée très largement avec comme source le patient lui-même qui évaluait ses symptômes. Et c'est ensuite à partir de ce type d'éléments qu'on s'est dit qu'on pouvait aller encore en amont et créer des applications pour faire de la détection précoce de troubles du développement chez l'enfant ou de troubles de dépression du postpartum chez la mère. Ce sont des troubles qui sont pour les troubles de type autiste, par exemple l'autisme qui est détecté en général à l'âge de 6 ans en France, il est détecté 2 fois sur 3 par les parents. Et bien avec l'application qui a été développée et dont les résultats cliniques ont été publiés, le gain en repérage est de 5 ans, c'est-à-dire qu'au lieu de détecter à 6 ans, on repère à 1 an. Donc évidemment, la plasticité du cerveau est nettement meilleure pour un enfant de 1 an pour réparer et corriger plutôt que lorsqu'on arrive un petit peu tard. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'on part de gens atteints de maladies chroniques à qui on dédie une application pour les aider à être mieux suivis, que ça commence à aller vers des gens chez qui on détecte, chez qui on a des soupçons. Est-ce que ça pourrait aussi s'appliquer à des gens qui, comme vous et moi, allons bien? Ah oui, alors ça, et c'est là que c'est le plus intéressant. Dans l'outil, on a un outil en expérimentation dans les Hauts-de-France qui vise à évaluer dès 40 ans son espérance de vie en bonne santé, en gros calculer un âge physiologique réel et pas l'âge qu'il y a sur la carte d'identité. Moi je trouve ça assez flippant personnellement. Alors c'est flippant, tout l'enjeu c'est pas de le présenter comme ça, mais c'est de faire de la détection précoce de fragilité et de se rendre compte que dès 40 ans, donc ce qu'on appelle le milieu de vie, et on sait que c'est là que tout se joue, l'espérance de vie en bonne santé, elle se joue là, et bien c'est grand temps de s'en préoccuper, puisqu'il y a déjà 16% des utilisateurs qui ont des fragilités. Le gros avantage, c'est que ces fragilités, elles sont réversibles. Il faut juste savoir qu'on les a. Alors, vous pourrez faire ce test-là ici ou à la maison, tout simplement. Il y a des tests qu'on peut faire, comme se tenir sur une jambe, les yeux ouverts. Si vous passez 1 minute sans reposer le pied, vous pouvez considérer que déjà vous avez pas mal de réseaux neuronaux qui fonctionnent bien. Si vous ne tenez pas 10 secondes, c'est qu'il y a peut-être besoin de consulter votre médecin pour vous rééduquer un petit peu à l'équilibre. On pourrait dire oui, c'est un petit jeu d'équilibre, sauf qu'on sait très bien que ce trouble de l'équilibre, qui se détecte très facilement, précède d'une quinzaine d'années des chutes avec fracture du col, dépendance, etc. Et c'est très facile à corriger, puisque pour corriger ce trouble, il suffit de s'entraîner 3-4 fois par jour à tenir sur une jambe. Et le réseau neuronal va se refaire pour corriger votre équilibre. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses très compliquées, mais une fois qu'on sait qu'on a ces éléments de fragilité, on les prévient et on les corrige. Est-ce que ça marche pour des gens qui ont un peu plus de 40 ans? Moi, c'est une question purement personnelle. Ça m'arrange aussi. Pauline Dorgeval, vous êtes directrice et fondatrice de Deuxième Avis. Vous avez aussi cofondé l'association Coactis, qui facilite l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Peut-être d'abord un mot de Deuxième Avis. Le nom, il est clair. Mais en quelques mots, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte concrètement aux malades et j'allais dire au système médical dans son ensemble? Alors, Deuxième Avis, en fait, c'est un service qui vise à réduire les inégalités géographiques et sociales d'accès à l'expertise médicale en cas de problème de santé sérieux. Concrètement, ça permet à des patients de transférer leur dossier médical sur notre plateforme sécurisée et d'avoir accès à des médecins très experts de leur pathologie. On a 250 pontes, entre guillemets, qui vont analyser leur dossier et donner un avis sous forme de compte-rendu écrit qui est partagé avec le patient
et avec l'équipe médicale traitante. Ça veut dire que ce sont des patients en moins de 7 jours. Qui sont allés chez leur généraliste, le généraliste leur a détecté quelque chose et ils peuvent avoir la consultation d'un ultra spécialiste en quelques jours. Alors logiquement, ils ont déjà un dossier, donc ils sont déjà allés chez un spécialiste. Ouais. Mais effectivement, à l'heure actuelle, où même l'accès à un spécialiste est compliqué, parfois c'est le généraliste qui peut diagnostiquer et aider à constituer le dossier. Donc qu'est-ce que ça apporte aux patients déjà ? Parfois, c'est l'unique solution pour lui. C'est-à-dire que parfois, il n'a pas d'autre solution que de transférer son dossier et d'avoir un avis sur dossier parce qu'il doit prendre une décision rapidement et les délais de consultation, c'est plusieurs mois, voire parfois un an. Parfois, l'ultra spécialiste de sa pathologie, elle est à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, donc c'est juste pas possible, sa fatigabilité. Et puis parfois, même son médecin, il y a un manque de lisibilité de l'offre de soins, et ce qui fait que parfois même son médecin a du mal à identifier un médecin très spécialisé dans sa pathologie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le patient, ça lui apporte une réponse et un avis personnalisé par écrit. Nous, on est convaincus de la force de l'écrit. D'abord, le patient, il prend le temps de poser ses questions. Parfois, on a tous vécu ça en consultation, où on sort de la consultation, on était assez ému, perturbé, on a oublié de poser des questions essentielles. Donc là, le patient prend le temps, le médecin répond par écrit, et l'écrit, ça évite le téléphone arabe, ça se transfère à l'équipe médicale traitante, ça se partage avec des proches, et donc voilà, c'est important. Ça permet aussi de réduire la vulnérabilité du patient face à sa pathologie, et vous l'avez très bien dit, le patient devient acteur, le patient aborde peut-être plus sereinement une opération ou un traitement un peu lourd, parce qu'il a confirmation, entre guillemets, que c'est bien pour lui. Et puis après, ça évite aussi des opérations inutiles ou des traitements inutiles. On a 25% de taux de divergence entre le premier avis et le deuxième avis. Et puis, je dirais enfin, ça peut réduire le délai diagnostique. Je prends un exemple qui est l'endométriose. L'endométriose, quand un gynécologue prescrit une IRM pelvienne, l'interprétation, donc ça peut se faire dans le cabinet de radiologie à côté de chez le patient, mais l'interprétation de l'IRM pelvienne ne peut se faire que par des radiologues spécialisés, sinon ils ne voient pas l'endométriose, d'où les 7 ans d'errance diagnostique. Et des exemples comme ça peuvent se démultiplier. Alors, ce qui est très intéressant dans ce service, c'est que ce sont les assurés, notamment les mutuelles, qui le financent. S'ils le financent, c'est qu'évidemment, ils ont un intérêt. Alors, il y a l'intérêt du patient, mais vous parliez justement des opérations qu'on évite, des traitements qu'on évite. C'est aussi ça qu'ils voient, et c'est ce bienfait-là qu'ils voient. Oui, vous le dites, c'est d'abord le service rendu aux patients, et je pense qu'il y a beaucoup d'études de marché que vous faites auprès des patients et qui montrent l'attente d'un service comme ça et la réassurance que ça peut apporter. Ensuite, clairement, il y a un ROI. Donc nous, on est convaincus depuis le départ. Un retour sur investissement, on va le dire. Un retour sur investissement. Et donc, quelque part, c'est un service qui génère des économies s'il y a de l'usage et quand il y a de l'usage. Et ça, on est capable maintenant de produire des études médico-économiques, maintenant qu'on a du volume. Avant, on n'avait pas suffisamment de données, et donc on a sorti une première étude avec un économiste de la santé sur l'endométriose. On est en train de sortir une autre étude sur le rachis, montrant les économies générées pour les mutuelles. Et donc, effectivement, ça, c'est intéressant. Et puis, le troisième point, je pense, c'est que les mutuelles ont clairement un rôle de soutien à l'innovation, de participation à la modernisation du système de santé, et donc, quelque part, font le choix de diffuser, de promouvoir, de faire de la pédagogie en incluant des services de e-santé comme les nôtres. Ça leur permet aussi de faire un choix peut-être sur des services qui portent des valeurs mutualistes, des valeurs sociétales, sociales par rapport à d'autres. Et puis effectivement, d'insuffler aussi des messages de santé publique forts. Nicolas Gomard, vous êtes directeur général de la Matmut et vous vous occupez pour la mutualité d'une mission data. Là, on a des exemples très concrets d'applications.
d'application de e-santé au service des patients. Vous avez voulu relancer un comité stratégique numérique au sein de la mutualité. C'était quoi les objectifs? C'était justement d'aller chercher ce genre d'applications et de les promouvoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, le sujet du numérique, vu de la mutualité et des mutuelles, c'est un sujet qui a de très nombreux enjeux en réalité, qui reflète de très nombreux enjeux. Et ce qu'on a voulu faire avec ce comité stratégie numérique, c'est justement, en étudiant des dossiers concrets, parce que c'est toujours important de rester concret, justement de voir dans quelle mesure ces enjeux sont correctement portés et reflètent effectivement, comme cela a été dit, les valeurs du mouvement. Alors très rapidement, je vais les rappeler. Déjà, cela a été dit ce matin par les deux présidents, celui de la République et celui de la mutualité. Il y a deux enjeux principaux, l'accès aux soins et aux droits, que je mets dans le même paquet, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu la même idée, la prévention et l'accompagnement. Bon, ça, on pourra peut-être y revenir. Le numérique, les applications apportent énormément de réponses. Ce n'est pas la seule, hein. Ce ne sont pas les seuls, mais ça y contribue. Alors ensuite, moi je vois trois enjeux supplémentaires qui sont, pour la mutualité autour du numérique, qui sont les suivants. Le premier, c'est que, fidèle à nos valeurs, il faut que nous trouvions les moyens, en tant que mutuelle, en tant que groupement mutualiste, de faciliter, de lutter pour l'égalité face au numérique de nos concitoyens. C'est pas toujours évident. Ces nouvelles applis se sont énormément démocratisées. Néanmoins, on sent qu'il y a une nécessité d'apporter une pédagogie, mais également de la rassurance par rapport à ces nouveaux outils. Et quand je parle de rassurance, j'évoquerai peut-être plus tard la problématique des données. Deuxième enjeu, il y a un enjeu de financement. C'est sûr que pour que nous puissions, nous devons, en tant que mutuelle, porter un certain nombre de projets qui reflètent cet engagement, justement, et tous les intérêts que nous percevons dans ce développement du numérique et de façon générale et de la donnée en particulier. Et enfin, je pense qu'il faut qu'on soit dans ce domaine. On peut faire pas mal de choses seul, mais c'est aussi un moyen d'être un partenaire de l'assurance maladie obligatoire. Et à ce titre, je vais citer un exemple, qui est l'exemple de Mon Espace Santé, qui est une initiative récente, même si elle s'inscrit dans la longue série d'initiatives avec le dossier médical partagé, etc. C'est une initiative que nous devons accompagner en tant que mutualistes, parce que c'est quelque chose qui, on le pense, apporte un certain nombre de bienfaits et puis peut ouvrir aussi des perspectives, dès aujourd'hui, de suivi, de connaissances, de facilité, mais aussi peut porter des opportunités futures très importantes. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ces sujets, au-delà de la gestion du risque, qui a été évoquée avec la notion de retour sur investissement, il y a plein de choses, énormément d'enjeux pour nous en tant que mutuelle sur ce sujet-là. Et c'est aussi une manière de dire, certes, nous avons un héritage historique qui est long, fort, qui a été rappelé, mais aussi nous sommes clairement ancrés, nous sommes des acteurs clairement ancrés dans la modernité. Et être supporter du numérique, le financer, l'accompagner, le développer, c'est aussi une vocation d'être des acteurs modernes tournés vers le futur. Et puisque vous parlez des valeurs, tout à l'heure vous évoquiez, Nicolas Gomard, la question de la data. Elle est centrale dans les applications que vous avez développées, évidemment. La data, elle pose aussi beaucoup de questions aux citoyens, aux Français qui ont peur de livrer leurs données à tout et n'importe qui. Est-ce que pour que tout cela fonctionne, Nicolas Gomard, il faut qu'il y ait justement ce climat de confiance autour de la collecte de la donnée, de la façon dont elle va être utilisée, et est-ce que finalement la mutualité, c'est pas le bon endroit, le bon interlocuteur de confiance pour ça? À titre personnel, je le crois. Maintenant, il faut convaincre d'autres que moi sur le sujet. Oui, il y a évidemment un sujet de confiance. Pour autant,
Il y a une étude récente qui a été faite par Infopro Digital qui montre que 65% de nos concitoyens sont prêts à partager leurs données de santé. Donc on n'est pas... Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit aussi... Enfin, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise d'une certaine façon, quoi. Pour autant que l'utilisation de ces données soit faite dans le respect, évidemment, d'un certain nombre de règles de déontologie auxquelles nous sommes évidemment très attachés. Donc la mutuelle, enfin, la mutualité, les mutuelles, effectivement, sont bien placées pour être des interlocuteurs de confiance dans ce domaine, mais je pense qu'il y a quand même du travail encore pour convaincre nos interlocuteurs, qu'ils soient purement réglementaires ou que ce soit les pouvoirs publics. Et pour cela, je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais c'est un combat que nous devons mener, parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Sans la donnée, on peut faire beaucoup moins de prévention, en fait. La question de la donnée est centrale dans les politiques de prévention. Pas seulement dans ces politiques-là, mais en particulier dans les politiques de prévention. Donc on doit trouver les voies et moyens, effectivement, d'instaurer cette confiance. Alors aujourd'hui, ça passe plus par des tiers de confiance, par des structures qui sont décentrées par rapport aux assureurs que nous sommes. Je pense qu'un des enjeux pour nous, en tant que mutuelle, c'est d'être légitime aussi sur ce sujet-là. De même que dans le sein de la mutualité, nous sommes légitimes sur l'offre de soins par notre livre 3. On doit être légitime et on doit pouvoir se passer de cette tiers de confiance. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Néanmoins, ce que j'aime bien dans votre réponse, c'est que vous dites on doit convaincre les pouvoirs publics et vous ne parlez pas des gens, des assurés, des sociétaires en général. Moi, il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est qu'on est prêt à donner ces données, justement, à partir du moment où cela m'apporte un service. Fabrice Denis, Pauline d'Orgeval, vous rendez un service. Est-ce que vous avez l'impression que les malades à qui vous dédiez vos applications, l'un et l'autre, et bien finalement ils le font de bon cœur parce qu'ils ont l'impression que la rétribution qu'ils en retirent est supérieure aux gestes, aux données qu'ils vous confient. C'est exactement ça. La donnée, c'est ce qui fait l'efficacité d'une application. C'est la base. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de résultat. Après, la question, c'est de savoir ce que l'on fait de ces données au-delà du cas personnel du patient. Et c'est là que l'explication de ce qui peut être fait, et en plus on a une réglementation européenne qui est quand même particulièrement raide en termes de protection des données, mais l'information des utilisateurs est quelque chose d'important. Ce qui pose problème, c'est le risque théorique de se retrouver avec son dossier médical sur Internet, avec le nom au-dessus et sa photo. Ce qui arrive quand même pas très souvent, et encore heureux. Pourquoi ? Parce qu'on a une réglementation qui protège très fortement les affaires. Pour qu'une solution, une application de santé ait un marquage CE, elle doit passer par toutes ces arcanes de protection, et le classement en dispositif médical, etc. Ça, les Français ne le savent pas, hein, qu'il y a cette réglementation qui les protège. Mais la base, c'est l'efficacité. Et pour qu'il y ait efficacité, il faut qu'il y ait cette donnée. Et c'est pour cela que les utilisateurs d'applications qui les utilisent régulièrement maintiennent cette utilisation, parce qu'ils voient le résultat au quotidien. Lorsque une application détecte, par exemple, que l'enfant marche, parce que les parents, au questionnaire, est-ce que votre enfant marche à 12 mois, ils mettent oui, l'application va leur envoyer, par exemple, un signal indiquant, puisqu'il marche maintenant, cachez vos produits ménagers toxiques. Ah oui, j'y avais pas pensé. Là, la donnée, elle a été utilisée au bénéfice de l'utilisateur pour quelque chose, pour une prévention d'accidents domestiques. Ça paraît tout bête, mais c'est efficace. Donc s'il n'y a pas un service direct attribuable à ces données, d'abord les utilisateurs n'utiliseront plus, et en plus ils ne comprendront pas ce qui peut être fait de données qui ne leur servent même pas à eux-mêmes. Donc l'enjeu c'est ça, c'est de faire comprendre que c'est majeur pour l'efficacité, et il y a cette question de l'évaluation de l'efficacité des outils, parce que pour qu'ils soient prescrits, ces outils, il faut qu'ils soient aussi efficaces. Ah, mais ça est facilement utilisable. Absolument. Ça c'est encore autre chose. Pauline d'Orgeval, la donnée, elle est importante. On disait, il faut qu'elle me rende service à moi, mais on peut aussi se dire que c'est bien que mes données rendent service au plus grand nombre. Tout à l'heure, Nicolas Gomard parlait de la prévention. C'est aussi ça, c'est que mes données objectivées, anonymisées, tout ce qu'on veut, elles peuvent aussi devenir des fabuleux outils de prévention. De prévention, de recherche, bien sûr. Hein.
Et pour revenir sur la peur des patients, enfin moi je comprends parfaitement la réponse de Nicolas, parce que les patients, déjà quand ils utilisent notre service, c'est que effectivement ils considèrent que le service rendu, enfin c'est des gens qui se sont renseignés, qui ont eu parfois besoin d'explications, mais qui n'ont plus peur. Mais moi, je considère qu'on est au démarrage de l'utilisation et de l'usage des outils numériques. Et donc, tous ceux qui ne viennent pas, c'est peut-être eux qui ont peur, effectivement, de ces données. Et on voit bien dans les mutuelles qu'on pourrait faire plein de choses, mais qu'on ne peut pas faire pour l'instant, parce que voilà, c'est difficile pour vous d'utiliser les données. Comme quoi, par exemple ? Déclencher, je sais pas, tous les messages de prévention, parce que vous avez des données sensibles en fait. Bon, mais ça c'est impossible pour l'instant de le faire. Deuxième avis, un deuxième avis, si on sait qu'il y a une IRM, je sais pas, de tel. Ça ne veut pas être proactif. Pour l'instant, non. C'est très contraint. Il y a un cas d'usage qui serait génial sur le plan théorique. Chez un fumeur, une application qui tournerait en continu sur son smartphone et détecterait sa toux pourrait être un élément de diagnostic précoce de cancer du poumon. Et il n'aurait rien à faire à part faire ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir son téléphone dans sa poche qui écouterait en permanence. Bon, ça en théorie, médicalement, on sait que ça marche, on gagnerait 3 à 6 mois dans la détection d'un cancer. Simplement, là, on est sur quelque chose qui est, c'est sur un mode passif, ça vous écoute en permanence, ouais. Etc. J'ai envie de vous poser aussi la question, et notamment à Nicolas, j'ai posé la question au médecin qui est ici, sur la façon dont le numérique a changé la relation entre le médecin et le patient. Qu'est-ce que ça a changé, la relation entre l'assureur et l'assuré, entre la mutuelle et le sociétaire? Qu'est-ce que le numérique a changé dans cette relation-là? Énormément de choses. Dans la nature des relations au quotidien, de fonctionnement au quotidien du système de remboursement des prestations, etc. J'ajoute que d'ailleurs, je parlais d'accès au droit tout à l'heure, tous les mécanismes qui sont des mécanismes numériques, de tiers payants, etc., participent aussi à cette évolution et favorisent, le non-renoncement au droit, d'une certaine façon, puisque de fait, les droits sont proposés. Mais au-delà de ça, évidemment, avec les services qui sont proposés, il se trouve que Océane Matmut, le groupe que je dirige, utilise les services de deuxième avis, et nous en sommes très contents, et c'est vraiment une valeur ajoutée dans ce que nous proposons, puisqu'encore une fois, on se positionne au-delà davantage qu'un simple payeur de prestations ou rembourseur de prestations. On est vraiment dans une logique d'accompagnement, de partenaire, d'une certaine façon, de nos assurés. Donc ça, c'est clairement un phénomène tout à fait positif, dont il faut évidemment mesurer les limites. Et de ce point de vue-là, il faut être prudent. Et je dirais que, au-delà de ce que ça peut apporter au lien entre les mutuelles et leurs adhérents, il y a aussi un aspect, on parle beaucoup aujourd'hui de déserts médicaux, et de fait, c'est une réalité, et l'accès aux soins est un vrai sujet. Moi, je crois qu'on ne résoudra pas d'une baguette magique la faiblesse, la trop grande faiblesse aujourd'hui des praticiens sur le territoire. Il y a énormément de bonnes idées qui existent et qui vont être, je l'espère, mises en œuvre, mais quoi qu'il arrive, il est probable que ça reste insuffisant. Cette capacité qu'ont les outils numériques à rendre les acteurs, justement acteurs de leur propre santé, c'est aussi, par un phénomène, je dirais entre guillemets, un peu d'éviction, une manière d'alléger le système. Et donc il y a dans tous ces enjeux, au-delà de ce qu'on peut y trouver, nous, comme un intérêt dans la relation qui nous lie à nos adhérents, il y a vraiment des enjeux, je dirais, plus macro, au niveau global, sur tous ces sujets très forts, accès aux soins, prévention, etc. Donc, évidemment, encore une fois, en le faisant avec toutes les précautions qui sont souhaitables. Lors de la table ronde précédente, on parlait de souplesse. Là aussi, ça permet d'apporter de la souplesse. Nicolas Gomard, vous parliez des déserts médicaux. Il y a une question sur, finalement, les déserts numériques. La question est comment les mutuelles peuvent-elles accompagner les plus précaires pour accéder au numérique? Parce que, évidemment, le numérique apporte beaucoup de solutions. Il y a encore beaucoup de gens, et notamment des seniors ou des personnes âgées, qui ou ne savent pas utiliser le numérique ou n'y ont pas accès.
Oui, c'est de la pédagogie, c'est de la communication, c'est de l'accompagnement comme on fait au quotidien dans nos maisons. Hein. Et bon, il y a du travail, mais il y a toujours du travail et ça fait partie des choses qu'on doit mener. Je crois qu'on a un rôle à jouer là-dessus aussi. C'est d'ailleurs assez intéressant. Hein. On est, en tant que mutuelle, on n'est pas seulement, encore une fois, on n'est pas seulement des assureurs, on est des acteurs qui ont un rôle sociétal à jouer. Et tout se rejoint finalement parce que tout le monde y trouve son compte. Et donc on doit effectivement, ça fait partie aussi de nos travaux qu'on mène chez Matmut, mais chez nos confrères aussi, hein, pour faciliter, pour porter ces évolutions. Pauline Dorjavel. Je veux bien juste rajouter, dans le choix aussi des services que vous proposez, par exemple, donc deuxième avis, on a un ADN social très fort, et donc pour éviter cette fracture numérique, pour éviter cette fracture de l'âge aussi, on a très vite réalisé qu'il fallait proposer aussi un service téléphonique. Et donc, en parallèle, et pour faire cette pédagogie aussi, pouvoir accompagner les bénéficiaires des mutuelles partenaires, même quand ils ne sont pas très à l'aise avec le numérique. Et un dossier, chez nous, peut s'envoyer par courrier, en recommandé, avec tout. Voilà. Et donc ça, c'est important. Donc, il y a toutes les méthodes. Donc il y a toutes les méthodes, et on parlait de valeurs mutualistes. Aujourd'hui, moi, un des risques que je vois dans les outils, dans le numérique, c'est qu'on voit très bien que c'est des outils qui font partie de cette modernisation du système de santé, mais il faut qu'il y ait des garde-fous pour ne pas casser le modèle social français. Et je pense que vous avez, en tant que mutuelle, dans le choix que vous faites, puisque c'est vous qui portez quand même en grande partie l'innovation, un rôle à jouer important. Fabrice Denis ? Il y a actuellement 2 solutions qui ont été montrées comme pertinentes en oncologie pour justement faire profiter les patients qui n'ont pas accès à Internet de par leur âge ou par cette fracture numérique. C'est l'usage, de robots téléphoniques. Alors robot, oh là là, c'est moche robot. En fait, c'est on va dire un ordinateur qui va appeler un patient, commencer à converser avec lui poser les questions sur son état de santé et ensuite lui passer le médecin ou l'infirmière. Ça marche très très bien. Et l'autre point qui est encore meilleur, c'est des actes à créer pour les infirmières à domicile, des actes de télésurveillance. Alors ça, c'est le top, c'est-à-dire qu'une personne âgée qui a un cancer, une infirmière peut tout à fait passer une fois par semaine et remplir avec elle, en lui posant des questions sur ses symptômes, l'application. On a montré dans plusieurs études que les personnes qui sont en fracture numérique sont celles qui bénéficient le plus de ce type d'outils. Parce que quand on est isolé numériquement, on est isolé du reste en général, de l'accès aux médecins, de l'accès aux prises en charge diverses. Ouais. Donc il y a des possibilités, soit par de la technologie, avec ces robots conversationnels, soit tout simplement avec le passage d'infirmières à domicile et des actes dédiés. Tenez, j'ai une question pour vous avant qu'on parle du financement, parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Question pour Fabrice Denis. Avez-vous une idée du nombre de patients télésuivis dans le cancer en PRO, je ne sais pas ce que c'est, et du pourcentage qui le sont toujours au bout de 6 mois? Alors les PRO, c'est la télésurveillance avec le patient qui remplit ses symptômes. Donc c'est Patient Reported Outcomes. En France, il y a à peu près 7000 patients qui sont suivis en télésurveillance. Mais les recommandations sont tombées au mois de mai dernier et les prochains outils à être remboursés arriveront prochainement, ainsi que les actes. Donc on attend une augmentation exponentielle du fait des recommandations internationales qui provoquent une obligation de moyens des oncologues. Donc ça devrait augmenter. Il nous reste 8-9 minutes. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la question du financement. Les outils de e-santé, ils sont fabuleux. Il y a des startups qui se créent. Il y a tout un tas de choses avec des vocations, j'allais dire, plus ou moins lucratives en fonction des outils et des idées. Il y a une question qui nous est posée, c'est comment peuvent être financés ces outils de e-santé. J'ai envie de vous poser la question à vous, puis après je voudrais l'avis de Nicolas. Mais vous, comment vous avez fait pour faire financer les outils que vous avez développés l'un et l'autre? Très compliqué. Donc, je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez que c'était facile. Hein. Non, mais alors ce qui est terrible, c'est que même 8 ans après, c'est toujours aussi compliqué. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison et que les financements, en fait, ne s'appuient pas sur des critères forcément très scientifiques ou médicaux. C'est ce qui est un des premiers problèmes. Donc c'est toujours très compliqué et l'idéal serait d'avoir des fonds d'amorçage
On pourrait, pour le premier million. C'est-à-dire qu'un étudiant en médecine a une très bonne idée, il vient de faire ses stages, il dit tiens, pourquoi on ne fait pas une appli là-dessus? Il faudrait qu'assez rapidement, on puisse l'aider à lever le premier million pour faire quoi? Un prototype, une première étude clinique. Ce que l'on appelle le seed dans le langage des startups, oui, ou le pré-seed. Et le seed et le pré-seed, voilà, c'est très compliqué. Ouais. Or, c'est là qu'on saura où on met les pieds. Ça, c'est très compliqué. Parce qu'après, lever 10 millions quand vous avez 3 études randomisées et un remboursement, oui, c'est pas compliqué. Mais en même temps, c'est pas là qu'est le problème. On passe à côté de plein de choses. Donc, ça reste très difficile. Et globalement, c'est quand même essentiellement sur levée de fonds privés. Alors, on peut entendre toutes les difficultés pour lever, mais ça reste vraiment très compliqué, beaucoup trop compliqué, et c'est l'amorçage qui pose problème. Une fois que la preuve du concept est réalisée, en général, ça se finance, et les mutuelles, heureusement, d'ailleurs, sont là pour anticiper les choses, parce qu'on sait le temps pour un remboursement, c'est en général 2 à 3 ans après l'épreuve clinique. Ouais, si le concept est bon, normalement, après, on trouve les fonds. Ça devrait, oui. En général, oui. Pauline Dorgeval. Donc effectivement, en fait, il y a 2 types de financement. Il y a le financement, j'ai envie de dire, capitalistique, la levée de fonds. Donc nous, on a été soutenus par 3 fonds impact social. Voilà, l'idée, c'était d'avoir des fonds, j'ai envie de dire, en adéquation avec nos valeurs, et puis des acteurs du monde mutualiste et assurantiel. Et puis après, franchement, moi je remercie nos partenaires mutualistes ici de nous avoir soutenus dès le départ, d'avoir cru au service, parce que sans eux, c'est impossible même de lever des fonds. Donc c'est un système vertueux. Donc quand je dis que franchement les mutuelles sont là pour porter l'innovation et pour favoriser pour tester, pour faire des pilotes, ben voilà, un grand merci, parce que sinon on ne pourrait pas lever des fonds. Nicolas Gomard, on voit que les mutuelles et la mutualité font et fait déjà beaucoup de choses. Est-ce que des fonds d'amorçage, c'est quelque chose qui est imaginable? Est-ce que c'est quelque chose qui est, par exemple, au menu du comité numérique de la mutualité? Alors il y a déjà le fonds Mutuel Impact, qui n'est pas à proprement parler un fonds d'amorçage, vraiment au tout début, mais qui est quand même un fonds qui est là pour alimenter ce type d'initiative. Donc ça, c'est déjà une réponse. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut distinguer ce qui relève de recherche médicale approfondie et où là, effectivement, c'est difficile. Et je rejoins ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire que trouver des capitaux pour financer une étude, etc., ça reste difficile. Et c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs, de ce point de vue-là, pour l'instant, on en fait assez peu, même si on a une initiative, dans le cadre d'ailleurs d'un établissement hospitalier qu'on co-gère avec la MGN, qui est l'IMM. On a une initiative en matière d'incubation. C'est l'Institut Mutualiste Montsouris. L'Institut Mutualiste Montsouris, absolument. Oui. Merci de la précision. Et l'autre aspect, ce sont les applis, qui sont des services, qui, comme on l'a dit précédemment, accompagnent, etc., où là, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui existent. Moi, si je prends l'exemple du groupe que je dirige, on a un dispositif qui s'appelle Matmut Innovation, qui a financé près de 30 startups là, depuis sa création, et qui intervient notamment sur ce type de sujet. Donc il faut un peu distinguer quand même ce qui relève vraiment de la recherche, l'accompagnement de la recherche, et puis de l'accompagnement de ces outils-là. C'est un peu différent. Voilà, donc, mais encore une fois, le sujet de l'incubation, c'est un vrai sujet auquel on s'intéresse, nous. Vous vouliez rajouter quelque chose, Fabrice Denis ? Oui, les mutuelles sont finalement ont tout l'écosystème. Ils ont les patients, ils ont les médecins, ils ont les établissements de santé et ils ont des financements. Donc, c'est heureusement qu'il y a cette possibilité de pouvoir tester, évaluer, etc. Parce qu'effectivement, sinon, si on se met à la place de la CNAM, elle n'a pas cet accès évidemment de la même façon. Un établissement de santé n'aura pas non plus la capacité de financer des études dont le coût augmente. Et surtout, le problème est le modèle économique. Si on vous finance une étude clinique qui coûte, mettons, 2 millions d'euros, mais qu'à la fin, vous avez un remboursement à hauteur de 15 € pour votre application. Déjà, si vous avez la chance d'avoir un remboursement, ça va être compliqué de rembourser tout simplement vos frais de recherche et développement. Et là, il y a un vrai sujet, parce que quand vous faites une étude clinique en immunothérapie, ces nouveaux traitements du cancer, vous avez un traitement qui va coûter 120 000 € chaque année par patient. Là, effectivement, il y a un retour sur investissement qui est globalement assez rapide.
Ça peut être des coûts semblables pour des études en e-santé. Une étude en immunothérapie, c'est 2 millions d'euros. C'est la même chose pour une étude en e-santé. Simplement, derrière, ce n'est pas 120 000 euros. Donc, il y a aussi ce sujet de montant de la prise en charge et de remboursement qui doit être mis au même niveau que celui des médicaments à bénéfice clinique identique. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On voit que le sujet du financement reste encore extrêmement compliqué, même si on commence à avoir des pistes et qu'on y travaille. Il nous reste 1 minute 50. Allez, il y a juste une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que le comité numérique de la mutualité envisage d'accompagner la mise en place d'un cadre légal pour maîtriser les nouvelles pratiques autour de l'intelligence artificielle ? Alors, vous savez que dans ce domaine, il y a des réflexions qui sont déjà très avancées au niveau de la directive européenne. Et qui vise justement à réglementer, encore une fois, la réglementation est partout aujourd'hui, ce domaine, et de manière d'ailleurs, du point de vue des assureurs, on a été classé en tant que communauté d'assureurs au sens large parmi les activités à haut risque au plan de l'intelligence artificielle, ce qui est quand même un peu fort de café, parce que comparer nos activités à, par exemple, l'intelligence artificielle qu'il y a dans un véhicule, en termes de risque pour le consommateur, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, heureusement, les choses se calment un petit peu et on espère qu'on sera rétrogradé dans une catégorie à moindre risque, si je puis m'exprimer ainsi. Pour autant, la question est juste. C'est exactement, ce comité stratégie numérique, il est là aussi pour ça. Il est là aussi pour essayer au-delà de ce que prévoit la réglementation, de donner une coloration mutualiste, justement, un peu spécifique à notre approche de ces sujets-là. Oui, pourquoi ? Tout à fait. De toute façon, ce comité, il est là pour les mutualistes. Il est là pour réfléchir à ces questions. Et donc, toutes les bonnes idées sont justement bien reçues. Parce que on ne peut qu'avancer collectivement, comme ça a été dit plusieurs fois ce matin. Et ben voilà, c'est avec ces mots qu'on va conclure. On aurait encore pu parler de beaucoup de sujets parce que le numérique, c'est extrêmement vaste. Il y a des sujets extrêmement intéressants. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je vous remercie Pauline d'Orgeval, merci Fabrice Denis, merci Nicolas Gomard d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la journée